Bien, mes chers collègues, nous sommes à nouveau dans le cadre d'une audition ouverte à la presse et je pense que certains d'entre vous ont récupéré leurs équipements. Donc je vous rappelle, à 11 heures, il faudra à nouveau les redéposer. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le préfet de police de Paris et Monsieur le directeur de l'ordre public et de la circulation de leur disponibilité, surtout à brève échéance, parce que les délais furent particulièrement courts. Donc, merci infiniment de venir éclairer les membres de la commission d'enquête. Nous disposons d'1h30, plus tout à fait, puisque nous avons un certain nombre de points abordés ensemble. En tout cas, Monsieur le préfet de police, nul mieux que vous ne connaissez cette question des scènes de violence qui ont pu émailler les manifestations et les rassemblements au cours des premières semaines du printemps, même si, hélas, diverses villes de France ont été touchées, si les campagnes ont aussi été concernées, comme ce que nous évoquions il y a quelques instants autour de Sainte-Soline. En tout cas, c'est apparu que les tensions sont souvent les plus manifestes. Nous avons pour tâche de comprendre si les auteurs de ces violences, qui sont les auteurs de ces violences, quels sont leurs moyens d'action, comment les autorités peuvent y répondre en conciliant évidemment des impératifs de nature différente, respect de l'état de droit d'une part et protection des personnes et des biens d'autre part. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par Monsieur le rapporteur, à mes côtés, Monsieur Florent Boudier. Toutes les questions qu'il contient ne pourront sans doute pas être abordées oralement ce matin dans le délai imparti. Et donc, je vous invite à nous communiquer ultérieurement des éléments de réponse écrits, ainsi que toute autre information que vous jugeriez d'ailleurs utile de porter à la connaissance de la commission d'enquête. Avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à Monsieur le rapporteur, je vous poserai simplement deux questions d'ordre un peu plus général pour en quelque sorte l'entrée en matière. En premier lieu, si vous deviez mettre en rapport les événements du printemps et ceux que vous avez bien connus dans vos précédentes fonctions ministérielles, où nous avons régulièrement entendu ici à l'Assemblée nationale les gilets jaunes, diriez-vous que nous sommes dans une même échelle, ou considéreriez-vous que les choses ont changé ? Est-ce que l'État, selon vous, réagit de la même façon ? Est-ce que, il y a une sorte de rétex, de retour d'expérience débouchant sur des améliorations, ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes face à de nouvelles menaces auxquelles il faut essayer de répondre différemment ? Et donc, estimez-vous avoir besoin de nouveaux instruments juridiques pour mieux accompagner les organisateurs de manifestations face aux fauteurs de troubles dont on voit qu'ils déploient, ça nous a été indiqué, des stratégies de plus en plus sophistiquées pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour pouvoir de manière en quelque sorte impunie procéder à des actions violentes. Et est-ce à dire que la relation avec l'autorité judiciaire, le parquet en particulier, peut être améliorée en termes de gestion de ces événements. Alors, je vais déjà vous demander de prêter serment comme le veut l'usage dans une commission d'enquête. Donc, Monsieur le préfet de police, Monsieur le directeur, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de lever la main droite. Vous pouvez le faire conjointement en ayant branché le micro préalablement en disant « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je vais passer aussi la parole à notre rapporteur et j'invite ensuite les collègues aussi, s'ils souhaitent intervenir, à me faire signe pour que je puisse évidemment leur donner la parole. Je sais que, pardon encore pour les collègues qui tout à l'heure n'ont pas pu s'exprimer, je leur suis redevable d'une leur donner la parole le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet de police, d'être présent, Monsieur le Directeur, dans des délais courts, puisque la
l'invitation à vous rendre devant cette commission vous a été transmise la semaine dernière. Une première question très générale concernant le périmètre d'intervention de la préfecture de police de Paris. Sur les journées nationales de mobilisation concernant la contestation de la réforme des retraites, on voit qu'il y a eu 2 périodes, avec une première séquence où chacun d'ailleurs, constatait, se réjouissait même de ce que les manifestations se déroulaient sans aucune violence, avec une maîtrise très forte que vous aviez soulignée publiquement dans plusieurs médias, à juste titre, et une séquence par la suite beaucoup plus lourde. Il y a bien sûr la césure du 16 mars, qui semble être confirmée par un certain nombre de nos interlocuteurs. Est-ce qu'il y a d'autres types d'éléments, à votre connaissance, qui auraient justifié cette distinction très forte entre 2 périodes très différentes? Puis la deuxième question, concerne les liens éventuels entre des groupes, des groupements de faits ou des structures plus constituées, et, le cas échéant, des structures associatives, plus institutionnalisées, le cas échéant financées par voie de subvention, par exemple, voire même un certain nombre de structures partisanes. Est-ce qu'il y a des constats que vous pourriez faire de ce point de vue? Voilà, donc les 2 volets sur lesquels je souhaitais vous entendre. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le préfet de police, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, ce que je me propose de faire, peut-être, c'est de répondre à ces 4 premières questions, ce qui vaudra propos un peu liminaire, parce que les 4 questions sont un peu générales et prospectives, j'ai envie de dire. En commençant peut-être par la première de Monsieur le rapporteur. Est-ce qu'on observe une césure dans les différentes séquences? Oui et non. Oui et non, en réalité. Donc on parle évidemment, c'est l'objet de la commission d'enquête, des groupuscules, enfin des violents à l'occasion des manifestations survenues dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites, en fait, qui démarre le 19 janvier. Donc les premières manifestations ont lieu le 19 janvier. Et il n'y a pas de différence. Attention, il faut pas faire de mauvaises interprétations. Il y a eu 13 manifestations syndicales. J'ai inclus le 1er mai, donc 12 manifestations organisées par l'intersyndicale. Et puis j'y rajoute le 1er mai qui a pris aussi cette année une dimension de contestation de la réforme, qui a réuni énormément de personnes. Toutes les manifestations syndicales sont allées à leur terme sans aucun incident. Donc la césure que vous évoquez, sur laquelle je vais revenir, qui existe réellement, elle n'a pas d'impact sur le mouvement social et la manifestation syndicale, avec Jérôme Foucault, qui est à mes côtés, le directeur de l'ordre public et de la circulation. Nous travaillons en permanence pour préparer ces manifestations. Les 13 manifestations sont allées à leur terme sans aucun incident à l'intérieur des cortèges syndicaux. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et la césure du 16 mars, de ce point de vue, ne change rien. Nous étions en train de préparer avec les organisations syndicales, avec Jérôme, la manifestation donc, du 6 juin. Nous les avons rencontrés. Ils se félicitaient de la tenue du 1er mai. Il faut l'avoir en tête quand même. Donc il faut aussi savoir raison garder et objectiver les choses. Les manifestations syndicales se sont très bien passées. Il n'y a pas eu d'incident à l'intérieur du cortège. Et je vais être plus précis sur le sujet. Les manifestations, il y a toujours un carré de tête avec les secrétaires généraux, puis derrière, vous avez les différentes carrés, les différents représentants des différentes organisations syndicales. Et quand on a eu des manifestations qui ont pu atteindre, comme la dernière, à 119 000 personnes, on a généralement la plupart des manifestants qui sont dans cette partie-là de la manifestation. Et puis on a, devant le carré des secrétaires généraux, on a ce qu'on appelle le pré-cortège, qui va réunir quelques milliers de personnes et qui, lui, nous pose problème. Lui nous pose problème parce que c'est à l'intérieur de ce pré-cortège que viennent s'insérer les Black Blocs et les groupes à risque dont on va parler assez longuement ce matin.
Donc le 16 mars, ce n'est pas une césure de ce point de vue-là. Les organisations syndicales ont continué à manifester, et encore une fois, nous avons été satisfaits avec le DOPC et nos équipes de constater que pour les organisations syndicales, le 1er mai s'était bien passé, la manif était allée à son terme, et elles sont toujours arrivées à leur terme, les manifestations. Ce qui, au vu de la configuration de certains pré-cortèges, n'était pas gagné, c'était pas joué d'avance. Voilà. Donc, pas de césure de ce point de vue-là. Hein. Donc ça me paraît important à rappeler. La césure du 16 mars, elle porte sur, j'ai envie de vous dire, 2 points, en fait. 2 points que vous abordez d'ailleurs dans le questionnaire et dont j'apporterai, hein, Monsieur le Président, hein, comme vous le souhaitez, une réponse écrite. Hein. Je communiquerai les réponses qui m'ont été préparées, enfin qui ont été préparées par les équipes. La césure, elle porte sur 2 points. Le premier, c'est qu'à partir du 16 mars, on constate dans le pré-cortège et dans le bloc des éléments radicaux une montée en puissance de la radicalisation. Voilà. On a des individus qui manifestement sont beaucoup plus déterminés. Mais ils ont toujours été là. Attention, ils ont toujours été là. Dès les manifestations du 16 et du 18 octobre dernier de 2022, où on a eu 2 manifestations que nous avons organisées là encore avec les organisateurs. Il y avait une syndicale et une autre organisée par, il me semble que c'était la NUPES ou la LFI. Enfin, on était en contact avec les organisateurs. Mais déjà, on avait le Black Bloc en octobre 2022. Ils étaient déjà là. Ils sont toujours là, devant le pré-cortège. Ils essaient de provoquer les forces de l'ordre. Je reviendrai après sur la doctrine que nous mettons en place pour contenir tout ça. Mais ils sont toujours là. Le 16 mars, à partir du 16 mars, il y a un niveau d'adversité qui monte en puissance. Mais attention, lors des précédents cortèges, on avait quand même des exactions, on avait quand même des individus qui dégradaient des commerces, qui essayaient de s'en prendre aux forces de l'ordre, parfois aux syndicats, et ça y compris avant le 16 mars. Bon. Mais le 16 mars, montée de la radicalité. Et puis ce qu'on voit apparaître à partir du 16 mars, c'est aux côtés des manifestations classiques déclarées par les organisations syndicales, on a vu apparaître, et notamment le soir, on a vu se développer un certain nombre de ce qu'on a appelé les cortèges sauvages, qui ont eu lieu partout sur le territoire national, mais quand même principalement à Paris, où on a eu des groupes d'individus qui, sans aucune déclaration, sont partis en déambulation sauvage dans les rues de la capitale, souvent de manière assez violente, hein, en tout cas en commettant beaucoup de dégradations. C'était l'époque où il y avait la grève de la collecte des ordures ménagères à Paris. Donc on a eu beaucoup de mises à feu de poubelles, des propagations avec des risques et des propagations avérées à certains immeubles, des cortèges sauvages, donc de personnes qui se sont éclatées dans les rues de la capitale en plusieurs endroits et qui commettaient beaucoup d'exactions. Et ça c'est la deuxième conséquence un peu de la deuxième césure du 16 mars, c'est qu'on voit apparaître des manifestations sauvages dans les rues de la capitale avec la commission de beaucoup d'exactions. Et c'est d'ailleurs souvent à cette occasion, lors de ces manifestations-là, que nous avons eu à interpeller des groupes d'individus dans le cadre de l'infraction du groupement constitué en vue de commettre des dégradations ou des violences. Bon, avec, et on y reviendra, le grief qui nous est fait d'avoir ce décalage entre le nombre de gardes à vue et le nombre de poursuites. Mais c'est souvent ces soirs-là qu'on a été obligé d'intercepter un certain nombre de groupes parce qu'ils commettaient des violences et des exactions. À titre personnel, je ne considère pas que ce sont des manifestations. Je vous le dis comme préfet de police, je suis très clair, ce ne sont pas des manifestations. Elles ne sont pas déclarées, ce sont des cortèges sauvages et qui ne visent qu'à une chose, c'est à commettre des exactions. Brûler des poubelles, bon, on n'est pas dans la revendication classique. Et à titre personnel, de mon point de vue, on entre plus dans des phénomènes de violence urbaine qui imposent à nos effectifs, et ça aussi c'est une césure dans évidemment la doctrine qu'on met en place, beaucoup de réactivité pour intervenir très vite et empêcher ces fauteurs de troubles de commettre des exactions. Et j'insiste sur un point, à partir du 16 mars, pour ces cortèges sauvages le soir, en dehors de toute manifestation syndicale, la volonté était vraiment de disperser les forces de l'ordre avec des groupes qui se disséminaient en plusieurs points dans Paris. Donc ce qui devient évidemment pour nous très compliqué à gérer. Voilà pour la première question sur la césure. Mais vous voyez, cette césure, elle porte, encore une fois, je résume, sur le niveau de radicalité des individus violents et sur une autre forme de manifestation qui se développe en parallèle aux manifestations mises en place par les organisations syndicales et qui prennent la forme de cortèges sauvages. Et d'ailleurs, pour être très précis et très complet, pour certaines, elles peuvent se greffer sur elles peuvent
commencé par une manifestation syndicale. On a eu des rassemblements sur la place de l'Hôtel de Ville, on a eu des rassemblements place d'Italie, qui étaient déclarés par des organisations syndicales, et qui ensuite se terminaient au moment de la dispersion, non pas par une dispersion, mais par un départ en cortège sauvage de tout ou partie de la manifestation. Et évidemment, l'organisateur n'est pas en cause. Le syndicat, le ou les syndicats qui avaient déclaré, évidemment, n'y participaient pas. Mais on avait des départs en cortège sauvage. Donc ça, c'est pour la première question. Je reviens aux questions de Monsieur le Président. Sur à la fois sur l'échelle. Si vous me demandez une échelle, non. On n'est pas au niveau de violence qu'on a pu connaître au moment des Gilets jaunes. Il faut que les choses soient claires. On n'est pas sur le même niveau pour plusieurs raisons, à mon sens. Bon, d'abord parce que, j'y reviendrai, c'est le deuxième point de votre question, on a quand même modifié notre doctrine de maintien de l'ordre. Et là, c'est mon prédécesseur, Didier Lallemand, qui a initié la mise en œuvre du schéma national de maintien de l'ordre qui a été adopté en 2021. Puisque on s'est donné comme objectif, dans le cadre du nouveau schéma national de maintien de l'ordre, qui a été dont la dernière version remonte à 2021, on s'est donné quand même comme objectif d'avoir des effectifs mieux formés sur l'ordre public et d'être plus réactifs et plus mobiles, et de donner beaucoup plus de distance également, de profondeur aux forces de l'ordre. Bon. Donc, ce qui fait qu'on intervient plus rapidement sur les fauteurs de troubles qu'on ne le faisait à l'époque. Mais surtout, le changement majeur, c'est qu'à l'époque des Gilets jaunes, il n'y avait pas de déclarants. On n'avait pas des organisations syndicales en face de nous avec lesquelles, en réalité, on travaille pendant les manifestations. On sait, avec le DOPC, faire arrêter un cortège syndical parce qu'on a un pré-cortège qui nous pose problème, qui commet des exactions, donc on le traite, et puis ensuite on se retire, et le cortège peut avancer. On avait des organisateurs, ce que nous n'avions pas au moment des Gilets jaunes, où beaucoup des manifestations n'étaient pas en réalité déclarées, et même s'il y avait beaucoup moins de monde, on avait des individus qui étaient beaucoup plus portés sur les actions violentes, et d'ailleurs c'était presque un mode d'expression de s'exprimer dans la violence et dans la radicalité. Donc honnêtement, Monsieur le Président, nous ne sommes pas au même niveau de violence, on a beaucoup moins de dégradation que ce qu'on avait à l'époque. Alors, sur ce qui a changé, j'ai commencé à l'esquisser, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Ce qui a évidemment changé, c'est le schéma national de maintien de l'ordre, je le disais actuellement. Et je réponds aussi à la première question de Monsieur le rapporteur. Ce qu'on met en place depuis maintenant 2020 puis 2021, puisque le schéma a été modifié pour tenir compte d'une décision du Conseil d'État, c'est une stratégie qui n'a pas changé non plus avec le 16 mars. Il ne faut pas penser que ça a changé. On a l'impression qu'on intervient plus, mais c'est parce qu'il y a plus de violence en face. Donc la stratégie n'a pas changé, c'est-à-dire que le schéma national de maintien de l'ordre nous demande de donner beaucoup de distance. Donc quand nous avons un organisateur, et ça a été le cas pour les cortèges intersyndicaux, nous laissons évidemment les manifestants se réunir. Les policiers sont évidemment très loin, on n'est généralement pas présent, sauf pour conduire le cortège, pour être en tête de cortège, donc il y a toujours des effectifs qui sont devant. Et ce qu'on demande en revanche aux policiers et aux gendarmes qui sont donc soit aux policiers de la préfecture de police et aux policiers et aux gendarmes qui sont mis à ma disposition au titre des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmes mobiles, c'est en revanche d'être très réactif. C'est-à-dire dès que des exactions commencent à être commises, des dégradations de commerce, des pillages, des violences contre les forces de l'ordre, on intervient immédiatement de manière très mobile, très réactive, pour disperser les fauteurs de troubles, évidemment si possible les interpeller. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant systématiquement. On se retire ensuite le plus rapidement possible pour laisser la manifestation poursuivre pour laisser le cortège se dérouler. Et là, on applique évidemment le schéma. Donc il y a quand même une stratégie qui a évolué vers plus d'équipement, plus de formation et plus de réactivité, plus de mobilité. Voilà. Donc ce qui nous permet d'être, je pense, quand on est confronté à des fauteurs de troubles, en fait, être plus efficace. On ne subit pas les situations. Voilà. Et donc ça, encore une fois, j'insiste, c'est mon prédécesseur Didier Lallemand
renseignement qu'il a mis en place. Et donc évidemment, moi j'ai repris l'application de ce schéma. Et quand nous avons des organisateurs aussi organisés que les organisations syndicales, hein, chaque OS a un directeur, un responsable de la sécurité, il n'y a pas de raison qu'on soit présent, donc nous sommes à distance et on intervient évidemment sur les groupes à risque. Alors, ces groupes, voilà ce qui a changé. Mais donc, en réponse à votre question, Monsieur le Président, on n'a pas le même niveau de radicalité et de violence qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et ce qui a changé, c'est le schéma national du maintien de l'ordre, hein, sur lequel je peux évidemment revenir si vous avez des questions. Alors, les difficultés, je vais répondre à votre dernière question, Monsieur le rapporteur, les difficultés qu'on a, on les rencontre dans le pré-cortège, en fait, hein, essentiellement. Donc, dans ces pré-cortèges qui peut aller, on a été donc devant la manifestation principale, dont l'importance va varier en fonction de la taille de la manifestation principale, mais on a oscillé entre 2000 et 12 000. 2000 ou 12 000 dans le pré-cortège. Voilà. Et c'est dans ce pré-cortège où on a évidemment beaucoup de personnes, hein. Il n'y a pas que des éléments radicaux, on a évidemment beaucoup de personnes, mais c'est dans ce pré-cortège que viennent s'insérer les éléments à risque dont on va parler. Et notamment, c'est souvent à l'intérieur du pré-cortège, généralement devant le carré des secrétaires généraux, pour rendre nos capacités d'intervention encore plus difficiles. C'est généralement là que se constitue, au sein de ce pré-cortège et devant le carré des secrétaires généraux, que va se constituer ce qu'on appelle le Black Bloc et les éléments à risque. Voilà. Donc je reviendrai après sur la stratégie, mais vous voyez la difficulté que nous avons à intervenir, donc à décider d'employer la force sur des groupes à risque qui sont devant le carré des secrétaires généraux. C'est quand même pas simple, hein. Il y a toujours le risque d'avoir du gaz lacrymogène qui part sur le carré syndical. C'est arrivé, malheureusement, c'est arrivé j'ai au moins 2 fois en tête, donc évidemment c'est toujours un peu plus complexe, mais le positionnement de ce bloc est toujours très stratégique, hein. Ils ne sont pas devant le pré-cortège, hein. Ils ne conduisent pas le pré-cortège, ils sont toujours un peu à l'intérieur. Bon. Alors, les liens entre les Black Blocs et... Alors, le Black Bloc, je pense que les services de renseignement qui m'ont précédé et ceux qui me suivront le préciseront à huis clos et pourront aller beaucoup plus loin que je ne peux le faire dans cette séance qui est ouverte à la presse et publique, mais ce sont des sujets que je connais bien de par mes fonctions dans le renseignement. Le Black Bloc, il faut bien avoir en tête que c'est pas une organisation politique, c'est pas un groupe, c'est une structure, enfin c'est la façon de s'organiser pendant une manif. Donc, c'est-à-dire, on s'habille noir, on se regroupe en masse pour faire un bloc très compact, de manière à rendre évidemment difficile l'identification des personnes, puisque généralement on s'habille noir, on se grime le visage, on se dissimule le visage dans l'espace public. Le but, c'est de constituer un bloc qui soit le plus important possible. On a pu aller jusqu'à des blocs, Black Blocs, qui ont pu regrouper jusqu'à 1 millier de personnes. Bon. Le lien avec des organisations externes, j'ai envie de vous dire, les services de renseignement vous en parleront. Oui, évidemment, il y a des liens avec la mouvance antifasciste, l'ultra-gauche, hein, évidemment, qui généralement sont à la manœuvre, en général, dans le Black Bloc. Évidemment, nous, quand nous avons l'information, mais encore une fois, les services de renseignement, on en sans doute parlé avant et en parleront après, quand nous avons l'information de la présence en renseignement d'un certain nombre d'individus de cette mouvance dans le Black Bloc, en général, on sait que ça va être assez compliqué. Voilà, parce qu'ils sont à la manœuvre, c'est eux qui dirigent un peu les choses. Mais ça ne veut pas dire que dans le Black Bloc, il y a 1000 individus qui sont de la mouvance ultra-gauche antifasciste. On a aussi des individus qui viennent s'agréger dans le cadre de la contestation et qui font le choix d'un mode de contestation plus violent. Hein, donc, qui viennent s'agréger au Black Bloc et qui vont participer aux exactions avec les militants plus aguerris, plus violents. Et dans ce panel d'individus qui viennent s'agréger au Black Bloc, on va retrouver ce qu'on appelle les ultra-jaunes radicalisés. On va retrouver parfois des étudiants qui ont décidé de se muer en Black Bloc l'espace d'une manifestation et qui vont adopter les mêmes codes, les mêmes comportements, les mêmes violences. Bon. Voilà sur les groupes. Alors oui, il y a un lien, mais on ne peut pas parler de lien financier, c'est pas un lien structurel, ce sont des militants qui, en général,
aiment bien faire le coup de poing contre les forces de l'ordre dès qu'il y a une manifestation, et qui arrivent dans ces manifestations, qui sont généralement, qui ne cherchent pas vraiment à défendre la cause portée par les organisations syndicales, qui crient et portent des slogans qui sont généralement anti-démocratie représentative, en réalité, et dont le but est de créer des troubles et on pense de faire basculer le système. En tout cas, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'on comprend de ce qu'ils font. Voilà sur le Black Bloc. Hein, donc, mais l'importance, le volume des membres de la mouvance antifasciste ou ultra-gauche au sein d'un Black Bloc détermine très souvent, hein, est très corrélé au niveau de radicalité qu'on va avoir du Black Bloc. Voilà. Voilà. Après, je pourrais détailler les modalités d'intervention, comment on fait sur le bloc, comment on le traite, voilà. Mais très honnêtement, vu le volume, on a eu des manifestations avec des participations très élevées, on a eu des pré-cortèges qui étaient aussi très élevés, des Black Blocs constitués très solides. Celui du 1er mai s'est éclaté en 4 groupes. On n'avait pas un groupe uni, mais 4 groupes différents. Ce que d'ailleurs l'utilisation des drones nous a permis de constater, ce qu'on ne pouvait pas constater avant. Hein. Ils étaient en 4 blocs très, très différents. Je considère que le nombre de dégradations est très faible au final par rapport à ce degré de radicalité qu'on a rencontré, qu'on rencontre encore une fois au sein du Black Bloc. Voilà. En revanche, Monsieur le Président, j'y reviendrai, mais les interventions du côté des forces de l'ordre, parce que je le dis et j'assume de le dire, sont parfois évidemment font qu'on a beaucoup de blessés. Hein, on a un niveau de violence du Black Bloc qui est extraordinaire, enfin qui sort de l'ordinaire totalement, hein, avec l'utilisation d'armes par destination, cocktail Molotov, et quand il faut aller au contact du Black Bloc pour le disperser, pour éviter qu'il commette des exactions, évidemment que les forces de l'ordre sont violemment prises à partie. Et là où, aussi sans doute césure par rapport au 16 mars, là où avant nous intervenions pour disperser le Black Bloc et nous pouvions nous retirer pour laisser le pré-cortège se dérouler, depuis le 16 mars, c'est devenu plus difficile. C'est-à-dire que quand on intervient sur le Black Bloc, quand les forces de l'ordre se retirent, elles sont encore prises à partie. Ce qui rend notre retrait plus compliqué et ce qui nous conduit souvent en fait à pousser le Black Bloc pour le faire avancer plus vite et éviter qu'il ne pollue, qu'il n'empêche les organisations syndicales de manifester, ce qui, encore une fois, j'insiste, n'est jamais arrivé depuis le 19 janvier. Toutes les manifestations syndicales sont arrivées dans le calme. Il n'y a jamais eu d'incident dans le cortège syndical, jamais d'incident, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là. Que certains aient envie de qualifier les pré-cortèges et les Black Blocs de manifestants, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je ne considère pas quand on se grime en noir et qu'on casse des vitrines et quand les forces de l'ordre interviennent pour mettre un terme à ces exactions, je considère que l'intervention est légitime et je considère qu'on n'intervient pas forcément contre des manifestants. Parce qu'à un moment, il faut savoir nommer les choses et ne pas le voir, c'est cautionner cette forme de violence. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Pour prolonger justement ce que vous venez de dire, les ministres de l'Intérieur successifs ont d'ailleurs fréquemment déclaré que les fauteurs de troubles étaient bien connus et très souvent identifiés de longue date. Alors la question qu'on se pose, et d'ailleurs que nos concitoyens nous posent très souvent, c'est de dire pourquoi est-il si difficile justement de convertir cette certitude en condamnation pénale? Qu'est-ce qui fait que il est aussi difficile d'ailleurs, vous l'évoquiez vous-même, on se retrouve dans des situations où on a d'un côté des interpellations et puis finalement des condamnations pénales en petit nombre. Est-ce que c'est lié à... Alors évidemment, nous sommes dans un état de droit et il faut évidemment apporter des éléments qui attestent de ces faits, mais est-ce qu'il y aurait, pardon du terme, des trous dans la raquette d'un point de vue légal ? Non, je ne pense pas. Les ministres de l'Intérieur ont raison de dire que pour les individus ultra-gauche, antifascistes, pour ceux-là, qui en général au sein d'un Black Bloc à 1 millier vont représenter 200 à 300 personnes. Hein, les services de renseignement affineront tout ça, moi je ne peux pas en dire plus. Ceux-là, pour la plupart, évidemment, sont connus des services. Évidemment, sont connus des services. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas les empêcher de participer à une manifestation. Là, on est avant la manifestation. Il n'y a pas de
commission d'infraction, il n'y a pas d'infraction commise. Alors évidemment, on met en place des dispositifs de contrôle préventif, qui visent à identifier les porteurs d'armes par destination, etc. Vous savez, ceux-là, ils sont aguerris, hein, ils viennent jamais équipés, ils vont trouver des armes par destination sur le trajet. On pense aussi pour partie qu'ils les dissimulent sur le trajet. Donc les équipes de Jérôme Foucault font un travail de reconnaissance où on repère très souvent d'ailleurs du matériel qu'ils ont dissimulé dans des sacs à dos, sous des voitures, à des endroits précis. Tout simplement, ils vont utiliser des chantiers. Il y a beaucoup de travaux dans Paris, c'est bien normal. Et il y a souvent, on trouve très facilement des armes par destination. Donc on les connaît, mais on ne peut pas les empêcher de venir manifester. Alors évidemment, après, il y a le débat, est-ce qu'on repart sur la proposition d'interdiction administrative de manifester, un peu comme les interdits de stade, c'est-à-dire quand on connaît un renseignement des individus parce qu'ils ont commis des troubles à l'ordre public, on peut éventuellement les interdire de manifester, mais en tout cas, à droit constant, dans le droit commun, cette disposition n'existe pas. Donc on ne peut pas les empêcher. C'est compliqué pour nous. Mais par contre, on a l'information, le renseignement, et quand ils sont là, on sait que ça peut être plus compliqué, évidemment. Mais on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas les interpeller du seul fait qu'ils soient connus des services, et même quand ils font l'objet d'une fiche S, qui n'est qu'une fiche de renseignement, qui cherche à savoir ce que font ces individus, à documenter leurs actions. On ne peut pas les interpeller. Après, il y a un deuxième sujet que vous évoquez, Monsieur le Président, c'est les suites pénales qui sont données aux interpellations auxquelles nous procédons pour des dégradations. Bon, évidemment, là, on rentre dans la case la première case en amont. Ensuite, il y a des infractions qui sont commises. Là, je vous rejoins, évidemment, là, on interpelle ces personnes. Mais les faibles condamnations pénales sont dues au fait que nous sommes, et vous l'avez souligné à juste titre, dans un état de droit, que pendant une garde à vue, il faut qu'on établisse, tout se passe en réalité avant. C'est de la qualité de la façon dont on va remplir nos procès-verbaux d'interpellation, de mise à disposition de l'OPJ, c'est de la qualité de ces procès-verbaux que va dépendre en réalité les suites, que vont dépendre les suites. Et il est bien évident que tout le monde comprend que dans une manifestation qui est compliquée, où les forces de l'ordre interviennent sur des individus extrêmement dangereux, donc qu'ils vont interpeller, donc des personnes qui jettent des projectiles. Tout le monde comprend qu'il est parfois difficile de caractériser l'infraction. Alors, sur des auteurs de jets de projectiles, c'est peut-être plus facile. On voit la personne, on va l'interpeller. Mais quand on interpelle au titre du groupement constitué en vue de commettre des violences, c'est parfois compliqué de caractériser l'infraction, qui est constituée d'ailleurs du seul fait d'avoir participé à un groupement, un groupe de personnes qui commet des violences ou des exactions. Le simple fait d'y participer suffit à caractériser le délit. Mais ensuite, il faut le démontrer, le prouver, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, en revanche, pour les individus qui sont généralement les auteurs de jets de projectiles qui sont interpellés, en général, quand même, il y a évidemment des suites judiciaires, soit sur le moment, soit parce qu'on va travailler ensuite à la vidéo, on va travailler dans des enquêtes judiciaires assez longues qui nous permettent en général de retrouver les auteurs de personnes qui agressent ou qui jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a pu interpeller une personne qui avait jeté ce pavé sur un de nos effectifs qui s'était effondré et qui avait perdu conscience. On a pu le retrouver et d'ailleurs il a été condamné. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir des prononcés en tant que peine complémentaire d'interdiction judiciaire de manifester ou de paraître à Paris, dans ce cadre-là. Mais pour le reste du temps, pour l'amont, c'est évidemment très compliqué pour nous d'intervenir sur des individus du simple fait qu'ils soient connus, suivis. C'est évidemment très compliqué. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Monsieur le rapporteur, je me tourne vers les collègues est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ou des questions que vous souhaitez poser? Oui. Je vous en prie. Madame Lemoine. Oui, je voudrais précisément rebondir sur ce que vous venez de dire. Lors des précédentes auditions que nous avons menées, précisément, il nous a été demandé d'avoir un cadre administratif adapté qui permette de trouver les moyens d'entrave qui permettent aux individus qui sont identifiés comme étant potentiellement à haut risque parce qu'ils ont déjà commis des exactions, de les engager dans une forme d'interdiction de paraître. Le législateur a peut-être un rôle à jouer
Que faudrait-il mettre en œuvre pour permettre cette interdiction de paraître et limiter le risque? Je vous en prie, monsieur le préfet. Madame la députée, alors le sujet, il est un peu constitutionnel. Donc, dans le cadre d'une précédente disposition législative, hein, cette mesure avait été prévue. C'était l'interdiction administrative de manifester, hein, donc prononcée par l'autorité administrative, les préfets, au vu du comportement des individus dans le cadre de manifestations, notamment des individus connus pour avoir causé des troubles à l'ordre public, voire connus pour avoir été condamnés à ce titre, hein, également. Et l'idée était de permettre aux préfets de leur interdire de manifester. Bon. La mesure a été jugée disproportionnée, hein, parce que d'un côté, il y a la nécessité évidemment de protéger les biens et protéger nos concitoyens, de l'autre, il y a la nécessité de garantir la liberté de manifester, qui est une des libertés les plus fondamentales en droit français. Et donc voilà, la mesure avait été censurée. Je comprends que le ministre de l'Intérieur a annoncé avec le garde des Sceaux qu'une réflexion serait lancée éventuellement pour réactiver cette proposition, dans le sens essayer de faire en sorte qu'elle cadre bien avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sans doute en ayant une motivation accrue de la part des préfets pour justifier de ce qu'est un trouble à l'ordre public imputé, un ou des troubles à l'ordre public imputés aux personnes, d'avoir une mesure qui puisse être proportionnée, qui puisse être contestée devant le juge, voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que de vous confirmer qu'évidemment, enfin ce qui vous a été dit avant, je le confirme, évidemment que la possibilité d'interdire à des personnes, dès lors qu'on est certain évidemment que ce sont des fauteurs de troubles, hein, de manifester, évidemment, serait pour nous une mesure utile. Je parle en tant que technicien, oui, ce serait une mesure utile, mais j'ai conscience évidemment que ça vient interpeller aussi la liberté de manifester, à laquelle nous sommes d'ailleurs dans la police nationale, à la préfecture de la police de Paris, très attachés. Parce qu'en réalité, l'honneur, et avec Jérôme, nous, notre honneur et notre fierté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a eu 13 organisations intersyndicales, 13 manifestations intersyndicales, qui sont allées à leur terme, sans incident. Et ce n'était pas gagné à chaque fois. Nous, avec Jérôme, nous sommes à la salle de commandement. On se demande si ça va être possible quand on voit parfois les troubles qu'il y a dans le pré-cortège, le Black Bloc. Et si on n'intervient pas, il n'y a pas de manifestation. Ça, c'est vraiment, je l'ai dit, je le répète à chaque fois, mais je le dis avec peut-être beaucoup de fierté par rapport aux effectifs que je dirige. Il n'y aurait pas de manifestation. Voilà. Donc pour nous, pour revenir à ce que pour nous, contrairement à ce que souvent on entend dire, pour nous, la liberté de manifester, c'est quelque chose qui l'emporte sur le tout. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Souhaitais également poser 2 autres questions. Oui, deux questions. La première, quantitative. Le directeur général de la police nationale nous a indiqué le nombre de blessés parmi les forces de l'ordre sur le territoire national, hors périmètre de la préfecture de police de Paris. Par conséquent, nous souhaiterions avoir les chiffres concernant votre ressort. Et puis, deuxième question. Alors, je vais essayer de la formuler de façon à ce qu'elle ne soit pas polémique, ce qui n'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Mais il y a un certain nombre de commentaires qui sont politiques, qui sont parfois médiatiques, qui consistent à donner le sentiment que des manifestants, on parle bien de manifestants, auraient subi un certain nombre de violences. Bon, si je vous entends, ça n'existe pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des images de personnes qui disent « j'ai été frappé », voilà, on est bien dans le cadre du pré-cortège, sur lequel des interventions de réplique proportionnées à des actes violents, des individus radicalisés, vous avez dit, j'allais dire même surradicalisés après le 16 mars. On est bien là-dessus, ou pas, pour éclairer chacune et chacun d'entre nous et celles et ceux qui, le cas échéant, nous écoutent. Il faut brancher votre micro. Je vais préciser la deuxième... sur votre deuxième question, je vais préciser les choses, parce qu'évidemment, dans ce pré-cortège, vous avez des personnes qui manifestent, et la plupart manifestent aussi, souhaitent manifester paisiblement. C'est un peu la difficulté, et c'est ce que vient perturber le Black Bloc en venant se mettre ici, là, au milieu. Je reviendrai sur votre question. Nous, moi, quand je dis qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'intervention, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qui est derrière le carré des SG, qui représente, encore une fois,
très souvent les 5/6e, voire les 6/7e du cortège, de l'ensemble du cortège. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, nous avons une déclaration. Nous, on a les organisations syndicales qui déclarent. J'y reviendrai. Sur les chiffres, Oui. Oui, pas de souci. La grande difficulté donc, du traitement des individus radicalisés, c'est le mélange au fond des genres. Vous faites face à un bloc en pré-cortège de plusieurs milliers de personnes. Vous avez dit, si je ne me trompe pas, de 2000 à 12 000 personnes, parmi lesquelles il y a un bloc d'individus radicalisés jusqu'à 1 millier, parmi lesquels il y a un bloc, formé, aguerri, de 200 à 300 personnes. Bon. Et donc, ce qui pose problème, c'est le mélange d'individus qui viennent dans le pré-cortège et qui sont mélangés à des individus qui, le cas échéant, eux, sont là pour agir violemment. Et donc, ma question, confirmer peut-être ce que je viens de dire à travers votre réponse, si vous voulez, monsieur le préfet. Et puis, deuxième aspect, par conséquent, est-ce qu'il y a des modalités d'information qui pourraient permettre de séparer très, très clairement et le plus tôt possible, de façon à ce que les manifestants de bonne volonté, si j'ose dire, qui sont là pour exprimer leur opinion, et bien normal, puissent ne pas participer à la manifestation dans une zone qui, par définition, posera problème dans les heures ou les minutes qui suivent. Je vous en prie, monsieur le préfet. Alors, sur le premier point, donc depuis le 16 mars, nous, on a eu 21 manifestations déclarées ou spontanées. Donc, j'inclus là-dedans les organisations intersyndicales déclarées ou les cortèges sauvages spontanés. Nous avons eu connaissance de 142 manifestants blessés et de 697 fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie au titre des EGM blessés. Nous avons eu 1680 interpellés pour 1575 gardes à vue, pour lesquels il a été donné 484 suites judiciaires. Donc on a un taux de réponse pénale qui est de 31%, qui recouvre à la fois les déférés, les personnes qui sont en COPJ, en CRPC, ou les convocations devant le délégué du procureur. Voilà pour les chiffres. Voilà pour les chiffres. Pour ce qui est de votre question sur les manifestations dans le pré-cortège, oui, on a des individus, la majorité du pré-cortège sont des individus qui font le choix de se mettre devant, qui ne sont pas avec les organisations syndicales, qui représentent encore une fois 5, 6e, 6, 7e des cortèges, entre 2000 et 12 000. On a même eu un pré-cortège à 15 000, je crois, Jérôme. On en a eu un à 15 000, donc ce qui est énorme. Et nous intervenons toujours dans ce pré-cortège, je précise ce que je vous disais tout à l'heure, toujours dans ce pré-cortège, pendant la manifestation, parce qu'il y a des groupes violents qui commettent des exactions. Évidemment, quand les forces de l'ordre interviennent pour aller disperser ou interpeller des membres du Black Bloc, il peut y avoir sur le trajet, sur l'itinéraire, des individus qui n'en font pas partie. Évidemment. Voilà. Et c'est généralement les images qui sont diffusées et qui nous accusent de violences policières, de couper la manifestation, de nous en prendre à la manifestation, d'empêcher les gens de manifester. C'est ce qu'on entend dire, parce qu'à un moment, il faut dire les choses. On nous dit qu'on intervient pour empêcher les gens de manifester. Non, on intervient quand il y a des exactions, quand il y a des violences, quand il y a des dégradations. Et l'ordre républicain commande d'y mettre un terme. Moi, je suis le garant de la liberté de manifester, mais j'ai aussi une obligation constitutionnelle, c'est celle de garantir la sécurité de nos concitoyens. Et ça, c'est dans la Constitution française aussi. Donc on ne laisse pas les choses... Donc on intervient et on va prioritairement, évidemment, on cible les Black Blocs. Et les images qui sont diffusées où on nous dit vous en êtes pris à des manifestants, des groupes... C'est toujours à ces occasions-là, toujours. Et évidemment qu'avec le DOPC, nous regardons toutes les images des interventions. Et quand il y a, et ce qui arrive, je suis désolé de le répéter, très rarement, des gestes qui ne sont disproportionnés, on ouvre des enquêtes administratives, systématiquement. Voilà, que les choses soient claires et soient dites. Après, sur la question que vous posez est évidemment au cœur de la question du schéma national du maintien de l'ordre et au cœur de nos préoccupations actuelles. Comment peut-on informer les personnes, on va dire, de bonne foi, qui sont dans ce pré-cortège? Comment peut-on les informer qu'on va mener une action de force?
on va donner l'ordre de recourir à la force, proportionnée évidemment toujours, mais pour mettre un terme à des exactions. Voilà, on a effectivement une difficulté sur la bonne information qu'il convient de donner. Alors évidemment, souvent, on a des sommations, mais il faut que les choses soient rendues plus audibles. Moi, j'ai d'ailleurs à titre personnel, puisque évidemment, dans le cadre de la préparation des manifestations, je communique beaucoup avec les organisations syndicales, avec aussi également des parlementaires, donc évidemment y compris des parlementaires de l'opposition, et récemment, certains parlementaires de la LFI, qui ont participé aux manifestations, attiraient mon attention sur le fait que, quand on est dans le pré-cortège, on n'a pas toujours conscience et connaissance des manœuvres qui sont engagées, de ce que nous essayons de faire. Bon, évidemment, donc ça fait partie de nos points d'amélioration, ça je le concède volontiers. On a fait beaucoup, on a des panneaux parfois à échange variable, on a beaucoup de moyens de communication. Il faut qu'on soit beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite quand on mène une action, notamment à la dispersion, parce qu'il y a des groupes qui parfois ne se dispersent pas et cherchent le contact avec les forces de l'ordre. Toujours des membres du pré-cortège. Les organisations syndicales, elles arrivent généralement tranquillement. On a effectivement sans doute des progrès à faire. On va travailler, d'ailleurs, on échangeait avec Jérôme Foucault encore hier là-dessus, sur la possibilité d'avoir des panneaux qui donnent des informations précises sur les actions que nous entreprenons, notamment à la dispersion. Mais il faut savoir que ces panneaux, la réalité, je suis désolé de constater qu'on nous les casse. Voilà, il faut qu'on trouve des panneaux qui soient suffisamment solides pour... Et ce à quoi on travaille avec Jérôme. Mais voilà, effectivement, alors vous avez raison, moi je concède volontiers que sur l'information, on a fait beaucoup de progrès grâce au schéma national de maintien de l'ordre, mais on a sans doute encore des progrès à faire. Mais pour autant, ça n'excuse pas les gens qui cassent des vitrines. Voilà. Et puis le deuxième progrès qu'on a à faire, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, mais je le dis très clairement parce qu'on l'a dit, le ministre de l'Intérieur l'a dit tel que à Madame Simoneau, donc la contrôleuse des lieux de privation de liberté. On a évidemment des progrès à faire, nous, dans la façon dont on rédige nos PV de mise à disposition sur les interpellations. Voilà. De manière à ce qu'on réduise le gap qui existe entre les gardes à vue et les suites judiciaires qu'il y aura, pour arrêter d'entendre dire cette petite musique qu'on interpellerait des gens pour qu'ils n'aillent pas aux manifestations. Enfin, on a vraiment autre chose à faire. On essaie de contenir les troubles à l'ordre public et notre préoccupation, elle s'arrête là. Mais on doit être meilleur dans les PV d'interpellation et de mise à disposition, et notamment dans la contextualisation de ce qui nous a conduit à intervenir. Voilà. C'est-à-dire les violences qui ont été constatées, qu'on a caractérisées, de manière à pouvoir réduire ce gap et être plus efficace en procédure judiciaire, ce gap entre les gardes à vue et les... Voilà. Mais voilà, monsieur le rapporteur, oui, je concède que sur l'information, on a fait beaucoup et il reste encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Donc j'ai 3 demandes de prise de parole. Donc monsieur Taverne, madame Marceau et puis monsieur Mathieu. On va commencer par monsieur Taverne. Je vous passe la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le préfet, monsieur le directeur, mes chers collègues. Alors, monsieur le préfet, vous avez bien évidemment fait une distinction entre le mouvement des Gilets jaunes et ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement ultra-violent, anarchique, qui était considéré comme une guérilla urbaine. Et on a vu des effectifs pas forcément préparés et formés au maintien de l'ordre pouvoir intervenir. Et on a vu des scènes, voilà, il n'y a pas de polémique parce que c'est un métier très difficile. Aujourd'hui, il y a effectivement un maintien de l'ordre et une technique qui est opérée sur la préfecture de police de Paris, notamment avec le schéma national du maintien de l'ordre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a pris conscience que les forces mobiles étaient beaucoup plus spécialisées en maintien de l'ordre, ce qui fait qu'effectivement, dans les pré-cortèges, quand on voit la constitution d'un Black Bloc, c'est une difficulté parce que d'une part, il faut informer les manifestants qu'il y a une constitution d'un Black Bloc, donc les forces de l'ordre vont intervenir. Et il y a également la technicité de l'intervention en elle-même. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit peu changé de stratégie, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus privilégier les forces mobiles CRS ou alors escadron de gendarmerie mobile au détriment des compagnies parisiennes, puisque effectivement, sans vouloir critiquer les effectifs de la préfecture de police de Paris,
Et là-dessus, effectivement, ce n'est pas du tout mon intention. Mais il y a effectivement des forces mobiles qui sont préparées à peut-être intervenir beaucoup plus rapidement et avec une technique différente sur les black blocs, ce qui avait été préparé notamment à titre personnel avec le commandant de la CRS 8, qui était très efficace. Donc aujourd'hui, est-ce que les compagnies parisiennes sont préparées à mieux intervenir, c'est pour ça que vous les envoyez en priorité, ou alors est-ce que vous avez véritablement changé de doctrine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous privilégiez les forces mobiles type CRS ou gendarmes mobiles pour pouvoir intervenir prioritairement sur les black blocs. Merci. Monsieur le préfet, je vous repasse la parole, à moins que ce soit monsieur le directeur. Je vous laisse en décider. Non, on n'a pas de... alors, vous avez raison, monsieur le député, de noter qu'il y a évidemment un changement. Vous avez raison de le noter. Mais qui ne nous conduit pas à privilégier une force par rapport aux autres. En réalité, ce qui a effectivement changé dans la façon dont nous concevons les services d'ordre au cours des mois écoulés, c'est une meilleure utilisation, donc effectivement, des CRS et des gendarmes mobiles aux côtés des compagnies d'intervention de la préfecture de police, qui ont l'avantage de bien connaître la capitale, d'être tout aussi formés au maintien de l'ordre, évidemment, donc c'est la spécialité. Donc ce que nous avons modifié, on fait participer tout le monde. Donc on constitue des groupes d'intervention qui sont très éloignés pendant les manifestations, qui n'interviennent que sur les casseurs, et qui doivent être très mobiles, très réactifs. Donc nous constituons des groupes qui regroupent, et Jérôme va l'expliquer, l'ensemble des forces. Ce que nous avons modifié également, c'est que nous travaillons avec la hiérarchie des CRS et des EGM dans la préparation des manifestations. Moi, je souhaite associer tout le monde, donc il n'y a pas que le PP et le DOPC, il y a aussi les responsables des CRS et des gendarmes mobiles, parce que ce sont effectivement eux aussi des spécialistes du maintien de l'ordre. Et moi, il m'importe aussi de savoir ce qu'ils pensent en termes de stratégie, de comment, par rapport au parcours de la manifestation, comment on va pouvoir ou pas percuter le black bloc s'il y a des incidents. Donc on a aussi besoin d'avoir leur lumière. Et donc voilà, il y a une modification. Effectivement, vous avez raison, on les associe mieux, mais je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'on les privilégie. Nous, on utilise toutes les forces qui sont à notre disposition et on utilise évidemment chaque force en fonction de leurs caractéristiques propres. Et tout le monde a évolué dans cette affaire. On ne peut pas dire que les CRS et les EGM étaient des forces spécialisées en maintien de l'ordre, comme je l'entends souvent dire. Ce n'est pas toujours vrai. En matière de mobilité, ils ont fait beaucoup de progrès. Et ils se sont beaucoup calés sur la façon dont les compagnies d'intervention de la préfecture de police fonctionnaient en termes de mobilité. Donc tout le monde converge dans la même direction, donc ça c'est très positif. Le DGGN et le DGPN et le préfet de police le disent conjointement au ministre. On applique le schéma du maintien de l'ordre, on veut avoir plus de mobilité, plus de capacité. Voilà. Mais Jérôme, je te laisse compléter. En fait, on associe vraiment tout le monde. Voilà, tout le monde. Oui, juste deux éléments complémentaires. En fait, on a sur ce type de manifestations qui restent des manifestations classiques par rapport au mouvement des Gilets jaunes qui étaient des mouvements qui étaient plus confus. Là, on a quand même un itinéraire et le pré-cortège, il emprunte l'itinéraire. C'est ce qui fait qu'on est quand même sur quelque chose de classique. Pour intervenir lorsque le préfet de police nous donne le feu vert, c'est-à-dire une fois qu'on a constaté des exactions, on a donc choisi de modifier un peu notre façon de faire et d'utiliser la mobilité, du dynamisme et en même temps de la puissance. Parce que quand vous intervenez sur un black bloc où il y a 1000 personnes, c'est très difficile pour une compagnie de CRS, pour un escadron de gendarmerie mobile ou pour une compagnie de la DOPC. C'est vraiment très difficile. Ils sont rapidement en difficulté. Donc on a constitué des groupes, des modules avec deux forces qui travaillent ensemble. Donc deux escadrons, deux compagnies CRS ou deux compagnies parisiennes. Voilà. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, lorsqu'on intervient, on fait intervenir plusieurs modules, de manière à ne pas se retrouver en difficulté. Et comme l'a souligné tout à l'heure le préfet de police, dès qu'on a résolu le problème pour lequel on intervient, on se retire. Cette manœuvre est difficile à faire parce qu'évidemment les black blocs essaient de nous attaquer quand on se retire, mais l'idée de manœuvre c'est bien vraiment ça. On vient,
on fait ce qu'on a à faire et on se retire le plus vite possible pour pas constituer un point de fixation et donner l'occasion au Black Bloc de bloquer la manifestation qui est derrière et qui attend. Et dernier point que je voulais préciser sur ces manœuvres, notre difficulté, c'est évidemment on n'a pas d'organisateur dans ce pré-cortège. On n'a pas d'interlocuteur. Donc le seul interlocuteur qu'on a, c'est les gens qui sont derrière, avec le cortège syndical, à qui on dit arrêtez-vous, attendez, on fait notre manœuvre, et on est en constante discussion avec les organisateurs de la manifestation. Dernier point, là c'est un point qui me concerne un peu personnellement, sur la formation des compagnies d'intervention de la DOPC et l'entraînement. Je crois qu'il avait été constaté pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais plutôt vers la fin du mouvement des Gilets jaunes. C'était un constat général, et des gendarmes, et des CRS, et de nous. C'était que la répétition des manifestations, très fréquentes, avait perturbé la formation et le volume d'entraînement que pouvaient faire les forces. Et donc, c'était un constat général qu'on avait un problème d'entraînement, et le maintien de l'ordre, c'est comme le sport, il faut s'entraîner. Et donc, depuis la mise en place du schéma de maintien de l'ordre, et puis surtout depuis les instructions ministérielles que nous avons reçues, tout le monde, enfin moi je ne parle pas pour les gendarmes et CRS, mais je sais qu'ils le font aussi, qu'ils ont repris des niveaux d'entraînement assez forts. Et nous, en tout cas, tous les lundis, moi j'ai une journée d'entraînement pour une compagnie d'intervention. Ils vont à l'entraînement avec des formateurs, de manière à maintenir ce niveau de technicité qui est nécessaire, puisque quand on intervient sur des scènes comme ça, il faut être précis, sinon on se retrouve en difficulté. Voilà ce que je voulais préciser sur les formations et les entraînements de nos compagnies. Merci, monsieur le directeur. Oui, monsieur Taverne, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Juste une petite question purement tactique. Quand nous avons auditionné le DGPN et la directrice centrale de la sécurité publique, il y a une harmonisation des techniques entre la direction centrale des CRS. Et donc, est-ce que c'est aussi le projet de la préfecture de police d'harmoniser les techniques des compagnies républicaines de sécurité avec les techniques des compagnies d'intervention parisiennes? Je ne sais pas de quelle technique on parle. Ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a une évolution générale de l'ensemble des pratiques des différentes forces spécialisées dans le maintien de l'ordre. Hein. Comme l'a dit tout à l'heure le préfet de police, on est obligé de travailler sur le dynamisme, sur la mobilité, sur la rapidité. Donc je pense que tout le monde va vers cette piste. La transformation du paysage urbain aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qui perturbe les déplacements des forces et donc qui nous oblige à nous adapter. Donc oui, je pense que toutes les forces vont vers cette évolution. Nous, en tout cas, c'est une tendance qu'on a engagée déjà il y a un moment. Et je pense que le maintien de l'ordre d'aujourd'hui, il implique ce dynamisme et cette mobilité. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre force dans nos interventions. Parce que quand on est en profondeur, comme on fait là depuis le mois de janvier, il faut que les forces soient prêtes à aller rapidement, de façon forte et rapide. Ça suppose des entraînements particuliers. Toutes les forces ne sont pas capables de le faire. Les gendarmes et les CRS qui nous mettent à disposition des unités pour venir constituer ces modules dont j'ai parlé, ils les choisissent. Voilà, c'est parce que ça suppose des entraînements particuliers et une technicité particulière. Juste un peu compléter. Oui, je vous en prie. Compléter ce qu'a dit Jérôme Foucault. Et donc évidemment, on converge tous dans la même direction, mobilité, voilà. Et ça passe aussi par des formations et des exercices communs qui ont lieu. Et nous, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'un centre d'enseignement de formation propre à l'APP, où on va accueillir évidemment d'autres composantes pour s'entraîner, comme le disait Jérôme, à la difficulté du milieu urbain, qui est quand même pas, et notamment parisien. Et donc voilà, donc il y a bien cette idée de converger, parce que partout sur le territoire national, le SNMO, c'est contrairement à ce qu'on entend dire partout, c'est la mise à distance et c'est la désescalade. On est dans la désescalade en France. Moi, j'entends dire il faut faire comme les Allemands, les Danois, je ne sais où. On est dans les désescalades en France. On donne de la distance, on ne se rend pas visible. On n'intervient que quand il y a des exactions, on se retire. Moi, j'appelle ça la désescalade. Et j'attends qu'on me démontre d'ailleurs ce qu'est réellement la désescalade en matière de maintien de l'ordre. Et pour ça, effectivement, comme l'a dit Jérôme très justement, ce qu'on demande aux forces de l'ordre, c'est très difficile, parce qu'on leur demande d'être très loin et d'intervenir très vite. Et nos capacités d'intervention sur les exactions, à partir du moment où moi je donne le top départ,
où je dis on y va maintenant, les exactions ont trop duré, ça n'est plus acceptable. Le temps d'intervention, pour vous dire, alors que nous sommes très loin, les manifestants peuvent le constater, nous sommes très loin. Le temps d'intervention, il est entre 1 minute, 30 secondes, 1 minute grand max. Et on a eu une fois une intervention de 3 minutes, mais pour des problèmes de transmission radio, c'est le plus long qu'on ait eu, ça n'est arrivé qu'une fois. On arrive en 1 minute à être immédiatement sur un lieu d'exaction pour y mettre un terme. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Marceau. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces précisions. Alors, c'est vrai qu'on a focalisé sur ce pré-cortège avec les principales problématiques. Mais je voudrais revenir sur une de vos indications de départ, monsieur le préfet. Vous parlez de manifestations, si vous n'interveniez pas, qui ne se passeraient pas. Donc moi je me pose une question parce que je ne connais pas bien évidemment le déroulé. Est-ce qu'il y a une distance habituelle de ce pré-cortège avec le cortège officiel ? Mais vous dites par ailleurs que le plus souvent, il est difficile d'intervenir pour vous parce que le placement de ce pré-cortège et plus particulièrement des Black Blocs, si j'ai bien compris, se positionne devant le carré des secrétaires généraux. Donc du coup, c'est une difficulté, vous l'avez dit, d'intervention. Mais donc, est-ce qu'il y a une distance habituelle ? Est-ce que ça ralentit quand même les manifestations officielles ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque avéré pour le cortège officiel ? Est-ce qu'il y a eu des problématiques spécifiques ? Comment vous faites le lien avec le cortège officiel ? Parce que si vous dites qu'il se place devant, que c'est difficile, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui déclenche, vous en avez quand même parlé, vos interventions ? Parce que là, moi, c'est vrai que j'ai du mal à visualiser, si vous pouvez nous préciser. Je vous en prie, Monsieur le Préfet. Madame la députée, effectivement, quand on dit que pourquoi les manifestations ne se dérouleraient pas, déjà, je vais répondre par série de questions. Quand vous avez donc le Black Bloc, le pré-cortège, finalement, c'est lui qui donne le là. Si le Black Bloc a envie d'arrêter le cortège, il le fait. Et quelquefois, ils le font. Ils ne partent pas, ils attendent. Bon, nous, on est en contact avec les organisations syndicales, on les informe, on leur dit attention, là, ils ne bougent pas, ils ne passent pas, on leur demande d'avancer pour voir si ça fait avancer un peu voilà. Donc, il y a ce premier sujet, c'est-à-dire on ne peut pas tolérer que des groupes radicaux d'ultra, ce soit eux qui donnent le là au cortège des organisations syndicales. C'est pas possible. Bon. Ensuite, et on peut penser que dans certains cas, ils empêcheraient peut-être la manifestation de se dérouler, on n'en sait rien. Puis ensuite, deuxièmement, ils commettent des exactions. Ils cherchent les forces de l'ordre. Si nous n'intervenions pas, ils resteraient concentrés sur un lieu où il y a des commerces et ils continueraient leurs exactions. Il n'y aurait pas de manifestation. Voilà. Donc c'est en cela que je disais que ça n'aurait pas lieu sans nous, parce que souvent nous intervenons pour faire cesser les exactions et puis disperser le Black Bloc pour que le cortège puisse continuer à progresser. Et en général, c'est ce qui se passe. Bon. Sur le positionnement du Black Bloc, il ne va pas forcément se mettre juste devant le carré, mais pas très loin, de manière à ce que notre intervention soit rendue complexe par la présence du carré. Alors, est-ce qu'il y a eu parfois, dans 2 ou 3 cas, je crois, on a eu, évidemment, quand nous sommes intervenus, on a eu des Black Blocs qui ont reflué dans le cortège. Donc c'est arrivé lors de la première manifestation, donc avec un Black Bloc qui a reflué dans le cortège, voire dans le carré de tête. C'est arrivé une fois également, ce qui nous a conduit à une intervention pour aller récupérer des éléments du Black Bloc dans le carré de tête, ce que évidemment les organisations syndicales n'aiment pas trop, parce qu'elles ont leur propre dispositif de sécurité. On s'en est expliqué franchement, mais voilà, en dehors de ces micro-tensions, on n'a pas eu d'incident par rapport à cela. Mais évidemment, le positionnement au plus près du carré de tête, quelquefois, c'était vraiment très collé au carré de tête, ou en tout cas, quand on intervient, ils essaient de se refluer vers le carré de tête parce qu'ils savent que pour nous, c'est plus compliqué d'intervenir, où le positionnement va se faire soit au plus près, soit pas très loin. Ils vont être, je sais pas, ils sont 200-300 mètres devant, Jérôme, à peu près. Ils se mettent jamais plus haut, parce qu'ils savent très bien que là, on peut les isoler et mieux les disperser, ce qu'ils veulent évidemment à tout prix éviter. Voilà, mais donc on arrive à bien concilier les deux. Et donc, le troisième élément, pour répondre complètement à votre question, nous sommes évidemment en communication avec les organisations syndicales. C'est normal, comme avec tous les organisateurs.
comme avec tous les organisateurs. Pas forcément moi directement, mais on a un chef d'état-major à la DOPC qui est en contact avec eux et qui leur explique ce qui se passe, qui leur explique la manœuvre, qui va leur demander de s'arrêter parce qu'on a un groupe à risque qu'on voudrait traiter avant que le cortège reparte, ou eux-mêmes peuvent nous demander un certain nombre de choses. Parfois, ils ne comprennent pas qu'ils n'avancent pas, ils nous demandent un peu d'accélérer les choses, et on le fait. Bon, évidemment, sans trahir de secret, quand ce sont des manifestations qui sont organisées par des partis politiques, des partis d'opposition, moi, je suis en contact direct avec des députés qui m'appellent, on se parle. Voilà, donc dans la vraie vie, on se parle, comme avec tous les organisateurs, parce qu'on leur explique ce qui se passe dans le pré-cortège, la manœuvre qu'on engage, voilà. C'est un élément évidemment important de la bonne tenue d'une manifestation, le contact avec l'organisateur, pour expliquer ce que nous faisons, expliquer la manœuvre, et puis aussi, nous, on peut demander des choses à l'organisateur. Et c'est ce qu'on fait en réalité, souvent. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais passer la parole à Monsieur Mathieu. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais aimé avoir quelques précisions. Alors, à moins que j'ai mal compris, j'ai cru entendre que vous considériez que les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmerie mobile ne sont pas spécialisés dans le maintien de l'ordre, ou j'ai mal compris, donc j'aimerais avoir quelques précisions là-dessus. J'aimerais connaître la capacité de garde à vue qu'a la préfecture de police de Paris. Quel est le nombre de places de garde à vue que vous avez dans la capitale, et quel est en moyenne le roulement normal, c'est-à-dire hors manifestation, autrement dit, quelle est la marge qui vous reste lorsque il y a des manifestations qui se déroulent, et quelle est la marge que vous avez de garde à vue puisque vous avez beaucoup parlé des interpellations et du souhait d'aller interpeller directement des meneurs ou des acteurs de premier rang. Enfin, vous avez cité le nombre de blessés, gendarmerie nationale et police nationale confondues. J'aimerais savoir quelle est la répartition que vous avez entre les blessés qui sont blessés suite à une agression directe, et les personnes qui sont blessées parmi vos effectifs suite à accidents dans les manœuvres qui sont faites durant les mouvements, durant les interventions. Merci. Je vais vous repasser la parole, Monsieur le Préfet, afin que vous puissiez répondre à ces questions de Monsieur Mathieu. Merci beaucoup, Monsieur le député. Donc effectivement, sur le premier point, je n'ai pas été clair. Évidemment, les CRS et les EGM sont des forces spécialisées en maintien de l'ordre, ça c'est clair. Ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est que ce ne sont pas les seuls. Et souvent, on entend dire qu'il faut prioritairement et uniquement, peut-être exclusivement, recourir à ce type de force pour faire du maintien de l'ordre. Non, pas uniquement. Mais ce sont évidemment des unités spécialisées. C'est d'ailleurs pour ça que nous les utilisons de manière complémentaire avec nos effectifs et dans le maintien de l'ordre à Paris. Donc voilà, si je n'ai pas été clair, je le redis, ce sont évidemment des forces spécialisées. Ce que je complète immédiatement en disant que ce ne sont pas les seuls. Et on travaille évidemment en complémentarité avec les trois forces de maintien de l'ordre qui existent en France. Mais comme vous le savez, le schéma national de maintien de l'ordre, c'était aussi cette idée que sur un mouvement comme celui des Gilets jaunes, où il y avait des manifestations un peu partout, y compris dans des petites villes de province, ça peut être aussi des effectifs qui n'appartiennent pas, parce que ce n'est pas leur périmètre géographique, aux compagnies d'intervention de l'APP, aux CRS et aux EGM, qui ont eu des manœuvres de maintien de l'ordre à mener. Et donc pour nous, évidemment, la formation des effectifs au maintien de l'ordre, c'est important. Mais voilà, je vous confirme que ce sont bien les CRS et les EGM, ce sont bien des forces spécialisées. Sur la capacité de garde à vue, je vous la donnerai très précisément. Évidemment, elle est importante en région parisienne parce que on a une capacité de traitement sur certains centres qui ont une grosse capacité, et puis sinon on fait traiter dans les commissariats. Mais ce que je vous propose, c'est de compléter je ne sais pas, Jérôme, si tu as le chiffre toi en tête, on vous le donnera. Mais on utilise évidemment, alors on a la possibilité, puisque le préfet de police à Paris est compétent sur Paris et les 3 départements de Petite Couronne, donc on utilise, comme vous le savez, également des commissariats de Petite Couronne. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on est assez transparent d'ailleurs quand on nous demande où sont telle et telle personne. On répond généralement assez facilement pour donner des informations à ceux qui nous les demandent. Sur la répartition des blessés, je compléterai. Moi, j'ai le chiffre agrégé, je n'ai pas la répartition entre policiers, gendarmes, et je n'ai pas la répartition selon le type de blessure.
Mais nous l'avons, je vous la donnerai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, on a quand même quelques dizaines de personnes qui ont été, parmi le chiffre de blessés que j'ai cité, qui ont été conduits en milieu hospitalier quand même. Donc c'est quand même pour des blessures assez sérieuses. Et sur les blessures par accident, comme vous dites, on regardera, je compléterai également ces données, mais honnêtement, on en a très peu, Jérôme. On en a très peu. On a parfois des blessés légers, évidemment. Ça peut être des contusions, des coups, des acouphènes. On a beaucoup de blessés légers. Mais les blessés par accident, Jérôme, je te laisse compléter, on en a très très peu. Bon, moi, je vois pas ce que vous voulez dire, blessure par accident. C'est par exemple quelqu'un qui se tord la cheville en courant, c'est des choses comme ça? Oui, je précise ma question. C'est une question que j'ai posée lors des précédentes auditions et j'étais assez surpris par les réponses. Je vais vous dire franchement, parce qu'en fait, quand on voit le niveau d'emploi, la fréquence d'emploi, l'intensité d'emploi, voilà, la question de l'accidentologie se pose, forcément. Par exemple, il y a eu des images très spectaculaires. Je pense à ce gendarme le 1er mai qui a été victime d'un tir de grenade d'un de ses collègues qui a loupé en fait son lancer de grenade, qui s'est effondré. Je crois qu'il a eu 3 vertèbres cervicales fracturées. Je pense que le gendarme qui a lancé la grenade et ceux qui étaient autour du blessé principal ont été gravement blessés aussi, parce que vu la détonation, je pense qu'il y a aussi par exemple des blessures auditives qui sont importantes. Donc c'est tout ça, c'est-à-dire quels sont les blessés qu'on relie à une agression directe, quels sont les blessés qu'on relie au contexte d'emploi, qui fait que de toute façon, plus on intervient et plus on intervient de manière intense et de manière fréquente, plus forcément la probabilité de la blessure, quelle qu'elle soit. Vous parliez également, monsieur le directeur, du milieu urbain. Le mobilier urbain peut être facteur de blessure. Dans une manœuvre de rapidité, on voit très bien que peut y avoir... voilà, vous avez des éléments mobilier urbain qu'on ne voit pas forcément. Il y a 40 kilos ou peut-être moins d'équipement sur les personnes qui essaient de se mouvoir, qui sont concentrées peut-être sur une cible d'interpellation. Voilà, toutes ces choses-là qui permettent d'avoir une lecture plus fine, à mon sens, du nombre de blessés. Oui, je vous en prie. Oui, alors Quitte à ce que vous apportiez des éléments ultérieurement, comme l'a indiqué Monsieur le Préfet. Alors, on a fait une étude, alors elle n'est pas exhaustive, mais elle est sur les effectifs de la DOPC, donc les compagnies d'intervention de la DOPC, sur les blessures depuis le début du mouvement. Il y a 3 blessures qui arrivent en tête, les blessures à la tête, donc c'est par les jets de projectiles, malgré le casque, avec le constat d'une certaine vulnérabilité des visières. Donc ça, c'est la blessure numéro 1. La blessure numéro 2, c'est les blessures aux genoux. Pourtant, les effectifs ont des protections sur les genoux, mais manifestement, ce n'est pas suffisant face aux impacts de certains projectiles. Donc ça, c'est le deuxième niveau de blessure. Et la 3e blessure en importance, c'est effectivement des blessures auditives qui sont liées au bruit. Et les bruits ne sont pas seulement les bruits des grenades des forces de l'ordre. Il y a aussi des utilisations par les Black Blocs de choses détonnantes aussi. Voilà ce que je peux vous dire sur l'étude qu'on a faite, mais l'accidentologie, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ce n'est pas une grosse partie en tout cas, des blessures. Les 3 grosses blessures, c'est celles que je viens de vous indiquer, qui sont vraiment très loin devant. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Oui. sur les questions complémentaires posées par Monsieur le député, on complétera par écrit, donc à la fois sur les blessés et sur les capacités de garde à vue. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur 2 points qui me semblent également importants. Monsieur le Préfet, tout à l'heure, vous disiez que les Black Blocs, c'était avant tout une manière de s'organiser durant les manifestations. Question est donc la suivante. Est-ce à dire que c'est un mode opératoire et qu'il n'y a pas d'organisation sous-jacente ? Parce que l'une des questions qu'on se pose régulièrement, c'est est-ce que, c'est une organisation spontanée, c'est-à-dire de l'individuel qui à un moment donné débouche sur de l'action collective, ou est-ce que, ex ante, il peut y avoir des formes organisationnelles qui poussent à... Première question.
Deuxième question qui va un peu dans le même sens. On a beaucoup concentré, enfin, votre intervention très, très intéressante montrait aussi toute la problématique du pré-cortège. Vous avez, dans votre intervention liminaire, aussi insisté sur la problématique à laquelle vous étiez confronté avec une montée de radicalité, je dirais, au moment où normalement la manifestation se disperse et où en fait vous vous retrouvez avec ce que vous avez vous-même qualifié de cortège sauvage et qui en fait, et je reprends, j'espère ne pas trahir vos propos, ce ne sont plus des manifestations à ce moment-là, mais c'est de la violence urbaine. Et donc, comment dire, avec beaucoup de dégradation. Et donc, quels sont les moyens pour arriver finalement de manière efficace à empêcher les fauteurs de troubles justement de commettre des exactions? Monsieur le Président, sur la première question, oui, il y a quand même un semblant d'organisation dans le Black Bloc. Bon, c'est une technique, c'est plus une technique, une posture en manifestation, une espèce d'organisation un peu en groupe constitué pour commettre des violences. En réalité, le Black Bloc, bon, voilà, il est arrivé, on a eu une manifestation où donc nous n'avons pas eu à intervenir du tout sur tout le trajet. Il n'y a pas eu d'exaction commise, on était très à distance. Et malheureusement, le Black Bloc, qui n'avait pas pu en découdre avec les forces de l'ordre, parce qu'il ne recherche que ça, a fait c'était une manifestation entre République et Nation. Une fois arrivé au lieu de dispersion, a reflué vers le cortège syndical, ce qui nous a conduit à intervenir, parce qu'en plus, à ce moment-là, ils ont commis des dégradations. Donc, vous voyez, en général, ils cherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et quand ils ne l'obtiennent pas, et c'est l'exemple que je donne, ils s'organisent pour quand même y arriver. Et donc là, ils avaient reflué vers le carré-tête, ce qui pour nous était la pire des choses. Voilà. Donc, oui, il y a quand même un semblant d'organisation. C'est-à-dire que quand vous allez sur certains sites d'appel de la mouvance ultra, des mouvances ultra, j'insiste, toujours les mouvances ultra, Antifa et autres, il y a des appels à rassemblement le jour des manifs des intersyndicales. Vous voyez bien dans les propos qu'ils utilisent, les photos. Vous voyez bien que leur but, c'est d'aller dans le Black Bloc, puisque les photos qu'ils publient, c'est des photos du Black Bloc. Donc voilà, il y a quand même un semblant d'organisation, même très structuré au niveau de la mouvance. Et puis vous avez des gens qui s'agrègent, qui, parce qu'ils décident ce jour-là d'aller manifester de manière violente et de se joindre au Black Bloc, vont directement aller dans le Black Bloc, se grimer. Voilà. Donc il y a quand même une organisation avec des gens qui sont très habiles. On a noté que les services, je pense, de renseignement vous le confirmeront, mais on a noté que généralement, au moment de la dispersion, il est très rare qu'ils restent au contact. En général, ils partent. Voilà. Donc, de manière à éviter, évidemment, l'interpellation. Voilà. Donc, sur la deuxième question, oui, vous avez raison, évidemment, de souligner qu'au moment de la dispersion, c'est un moment qui est difficile pour nous, parce que la dispersion pour les organisations syndicales s'effectue de manière fluide. Il y a des itinéraires qui sont convenus et elles partent. Mais pour nous, ce qui est compliqué, c'est que le pré-cortège ne se disperse pas. En tout cas, certains des éléments à risque ne vont pas se disperser tout de suite et vont attendre les forces de l'ordre. Quand ils n'attendent pas les syndicats, ce qui est arrivé une ou deux fois où on a dû intervenir, Jérôme, tu t'en souviens, où ils attendaient un carré-de-tête, le carré-de-tête syndical. Il a fallu intervenir. Donc voilà, donc on a un souci au moment de cette dispersion. Le point d'orgue de tout ça, ça a été deux moments, dont un que vous citez dans le questionnaire, j'apporterai des réponses écrites. Les dispersions les plus compliquées qu'on a eues, ça a été sur la place de l'Opéra, donc c'était, je crois, le 23 mars, dans cette période-là, mais je le préciserai par écrit. Et la dernière du 1er mai, où beaucoup de personnes sont restées, et là, dans une volonté d'en découdre. Et c'est là aussi où on va améliorer nos dispositifs d'information et de communication pour faciliter la dispersion de ceux qui de bonne foi, se retrouvent un peu pris là au milieu de tout cela. Mais voilà, mais la dispersion est toujours compliquée. Et notre stratégie, évidemment, c'est de quand même accélérer la dispersion. On ne peut pas laisser un groupe se constituer de manière avec des velléités violentes sur une place, par exemple comme la place de la Nation. C'est pas possible. Merci beaucoup. Je passe encore la parole à Monsieur Daubier. Oui, Monsieur le Préfet, merci de donner la parole. On se souvient pendant la manifestation des Gilets jaunes qu'il y avait parfois une agrégation
d'une délinquance opportuniste au milieu de ces manifestants ou violences urbaines, notamment sans vouloir stigmatiser personne venues de banlieue pour aller casser des magasins et autres. Est-ce que vous avez observé ce même phénomène durant les manifestations violences urbaines, objet de notre commission d'enquête, ou est-ce que l'organisation des Black Blocs et la violence, l'extrême violence des Black Blocs fait que ce type d'opportunisme, de délinquance ne venait pas, ou est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux phénomènes? Merci. Merci beaucoup, je vous en prie, monsieur le préfet. Merci, monsieur le député. Alors, donc, vous avez raison de souligner ce point qui, dans certaines manifestations il y a quelques années, a été constaté, clairement. Nous, sur ce mouvement-là, nous l'avons constaté, mais de manière extrêmement minoritaire, plutôt en fin de manifestation, plutôt sur les lieux de dispersion. Et voilà, on l'a pas constaté de manière massive. Moi, j'ai en tête, Jérôme, 2 manifestations. De République Nation. Voilà, une République Nation, et puis sur la dernière, à la dispersion au 1er mai, où on a dû intervenir sur des tentatives de pillage de commerce, où là, on peut penser effectivement qu'on était plus sur des profils délictueux que radicalisés politiques, j'ai envie de dire. Voilà. Mais très honnêtement, ça a été assez marginal. Ça a été assez marginal. Alors, oui, monsieur Debié, je vous en prie. Vous n'êtes évidemment pas universitaire ou sociologue, mais est-ce que vous avez un début d'explication des différences qu'il y aurait Est-ce que c'est dû à la violence inhérente des Black Blocs et de leur propre organisation, ou est-ce que c'est dû à autre chose? C'est dû à autre chose. Hein. Très honnêtement, je ne sais pas si mon micro... Voilà, très honnêtement, c'est dû à autre chose. C'est de la délinquance d'opportunité. Quand vous avez beaucoup de personnes, vous avez un certain nombre d'individus qui essaient de commettre des actes délictueux. Ce sont des délinquants qu'on appelle d'opportunité. C'est comme quand vous avez des grands rassemblements, le soir du 14 juillet à Paris, parfois aux abords des manifestations sportives. On a un certain nombre d'individus qui veulent commettre ce qu'on appelle de la délinquance d'opportunité, qui sont là et qui, voyant qu'il y a une forme de violence des exactions, peuvent se dire qu'ils peuvent essayer de commettre des prédations dans des commerces. Voilà. Mais très honnêtement, ça reste marginal. D'ailleurs, en général, en investigation, on est plutôt efficace sur ces individus parce que grâce à la vidéo et grâce à la connaissance qu'ont les services de police de toute l'agglomération des délinquants en question, on arrive généralement à les remonter. Et j'ai même souvenir, Jérôme, sur une manif qui passait qui se terminait à Italie, on avait même interpellé dans le métro. D'ailleurs, c'était la Brave, encore une action de la Brave M, hein, qui était allée interpeller dans le métro des individus qui avaient qui avait dérobé dans un magasin qui avait été fracturé un certain nombre de biens. Donc on a pu les retrouver tout de suite. Voilà. Mais honnêtement, ça reste très marginal, mais c'est pas lié au phénomène de la contestation, c'est pas lié au phénomène des Black Blocs. Voilà, ils viennent souvent plutôt à la fin du cortège voilà, quand ils sont venus. Mais encore une fois, moi sur toutes les manifestations, j'ai 2 cas en tête où vraiment on a pu constater qu'il pouvait y avoir des profils plus de délinquants que de fauteurs de troubles violents à caractère politique, enfin contestataire. Monsieur Mathieu, je vous donne encore la parole très brièvement pour qu'on puisse libérer. Je vais être très bref, Monsieur le Président, merci. Oui, j'ai oublié de vous demander, il y a encore quelques années, on pouvait voir, par exemple, entre les Black Blocs et les organisations syndicales et le SO, enfin, on voyait des mouvements d'agression des Black Blocs vers le SO des organisations syndicales. J'ai l'impression que sur la période qui est l'objet de notre enquête, ce genre de phénomène a été, pour la capitale en tout cas, soit inexistant, soit résiduel. Est-ce que vous pouvez nous préciser les choses? Est-ce que vous avez vu ce type de mouvement d'agression vers le SO, vers l'organisation syndicale, etc. Oui, je vous en prie, monsieur le Président. Oui, hein, monsieur le député, oui, on l'a vu sur certains cortèges. Il y a eu une volonté quand même d'aller au contact. Alors,
Les syndicats ont des services de sécurité qui encadrent le carré de tête qui sont généralement assez robustes, hein, donc ils les repoussent, ils les empêchent d'aller, mais le phénomène n'a pas disparu. Hein, on l'a constaté, on pourra documenter, hein, mais on a au moins 2 ou 3 fois, hein, de manière claire. Hein. Jérôme, si tu te souviens des cas. Alors là, je ne me rappelle pas de la date, mais je me rappelle très bien des lieux. Une fois à l'arrivée sur la place d'Italie, quand le cortège syndical, enfin la tête de cortège syndical est arrivée en haut de l'avenue des Gobelins, là, comme on est en communication avec eux, on leur a demandé s'ils souhaitaient qu'on vienne, parce qu'en général, ils veulent résoudre le problème tout seuls. Donc ils nous ont dit non, on va se débrouiller, mais c'était très chaud, il y a eu des bagarres, ils s'en sont débrouillés. Et une autre fois où l'organisateur syndical nous a appelés au secours, c'était à une arrivée Place de la Nation, où là c'était trop chaud, ils n'y arrivaient pas. Et on est intervenu juste devant la tête de cortège syndical, à l'arrivée, à l'entrée sur la Place de la Nation, pour dégager des individus qui agressaient la tête de cortège syndical. Bon, mais ça a été, il y a eu pas mal d'images, donc ça s'est vu, je pense. Il y a eu pas mal d'images qui ont été faites de cette séquence à Nation, et je pense que ça s'est vu sur les réseaux sociaux, je pense. Merci beaucoup, monsieur le préfet, merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous avez répondu évidemment aux questions que les différents commissaires ont pu vous poser, ainsi que monsieur le rapporteur. On sera amené à rester en contact parce qu'il y aura peut-être d'autres éléments auxquels on sera amené à échanger avec vous. En tout cas, un grand merci. Mes chers collègues, je vais suspendre quelques minutes le temps que nous puissions accueillir la directrice du renseignement. Je vous rappelle que là, nous repasserons à huis clos. Donc, en tout cas, soyez de retour un peu avant 11h, de sorte que nous puissions démarrer à 11h et que vous ayez déjà reconfié à l'entrée vos tablettes et téléphones. Merci beaucoup. À tout de suite.